Donc je vais laisser la place à Lisa Lestanc, à Romain Geffroy. Je sais pas comment je m'installe. Est-ce que je me mets au milieu, chacun d'un côté? Oh, magnifique. Vous avez, parce que, alors c'est pareil, hein, avec les avocats, c'est pas seulement pour payer moins cher, il faut fixer le temps. En plus, ils ne m'écoutent pas, c'est encore mieux. Vous avez 15 minutes chacun pour nous convaincre. La conviction étant un des éléments clés de votre art, nous sommes certains que vous serez magnifique. Comme ça, la pression est mise. Merci Philippe. Oui, ce d'autant que, apparemment, quand même, tout a été dit, ou à peu près. Donc il va falloir qu'on se réinvente. Et en plus, Monsieur le Président, je n'ai pas eu de communication du dossier de mon confrère. Du coup, je ne sais absolument pas ce qu'elle va plaider. Et je ne sais absolument pas donc quoi lui répondre. Ça va donc être une... Vous voyez, et si je joue pas le jeu. Ça va donc être une plaidoirie qui va être tout à fait personnelle et qui va tendre à démontrer non pas qu'on doit s'opposer à l'intelligence artificielle, parce que je crois qu'on est le train est en marche. Je préfère être debout malgré tout quand je fais ça, parce que assis c'est compliqué. Le train est en marche. Pourquoi? J'étais hier soir avec Luc Ferry qui nous disait que, en parlant notamment de l'intelligence artificielle faible, en France, je ne sais pas si vous savez combien d'abonnements il y a de téléphones portables. Il y a 80 à 82 millions d'abonnements téléphones portables en France pour une population de 66 millions. Donc je pense... Pardon? Oui. Donc si on enlève les bébés et les personnes âgées, trop âgées pour être connectées, ça veut donc bien dire que de toute manière, l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Je cite dans mon bref et béotien exposé mon fils de 20 mois qui déjà s'est allumé le téléphone, défilé les photos et de temps en temps allumé subrepticement les comptines lorsqu'il ne veut pas avaler sa purée. À 20 mois. Je trouve ça absolument extraordinaire, mais malgré tout on est dans le sujet de l'intelligence artificielle dite faible, puisque je vais essayer de distinguer aussi dans mon propos l'intelligence artificielle faible, qui est le connecté, le quotidien, de l'intelligence artificielle forte, qui est celle peut-être qui est la plus dangereuse. Alors, quel risque peut-on voir au développement d'une intelligence artificielle? En 1818, Mary Shelley écrivait dans le célèbre roman Frankenstein: le monstre machine doué d'intelligence et de sensibilité finira par se retourner contre son géniteur, la création de l'homme se retournant contre lui-même. On était donc, dès 1818, dans une inquiétude toute légitime de se demander si une création de l'homme qui ne serait pas un homme, qui serait un homme qui n'était pas datadocké à l'époque, mais qui serait une machine, ne pourrait pas venir détruire son créateur. En 1950, Isaac Asimov écrivait Les robots, un roman dans lequel il définit 3 grandes règles de la robotique. Un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni un restant passif permettre qu'un être humain soit exposé en danger. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres sont en conflit avec la première loi. Et un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. On sent bien que dès le départ de l'intelligence artificielle, et je ne suis pas du tout un spécialiste de quelconque manière ce soit techniquement d'intelligence artificielle. Donc quand Loïc et Philippe m'ont demandé de venir, je me suis plongé, j'ai acheté quelques livres, l'Homo Deus, etc. J'ai regardé un peu tout ça, regardé un peu le transhumanisme, que je connais un petit peu, et j'ai vu que quand même ces inquiétudes étaient sur le devant de la scène tout de suite quand on parle de l'intelligence artificielle. On peut penser que les progrès technologiques nous conduisent à ouvrir les portes dans le nouveau monde. Ils génèrent, vous en avez parlé longuement, des choix éthiques, philosophiques, spirituels. On retrouve ces inquiétudes à tous les niveaux. J'avais envie de vous parler de la série Avengers. J'adore les Avengers. Je suis en train, avec mes enfants, essayer de convaincre ma femme aussi qu'il faut qu'elle les regarde tous, parce qu'elle a vu le dernier, elle me dit « je ne comprends pas ». Je lui ai dit « je vais tous te les montrer ». Paf. Merci Netflix. Merci les algorithmes de Netflix, puisque les algorithmes de Netflix ont clairement identifié que j'étais un fan de science-fiction, et donc dès que j'allume Netflix, j'ai évidemment les Avengers, j'ai la guerre des étoiles, Dark Vador, la nanotechnologie, la biotechnologie de ce type-là qui est coupé à ras et qui va devenir le plus grand méchant de l'univers dans une trilogie, une double trilogie qui nous aura tous passionnés, petits
et puis encore maintenant, puisqu'on nous a fait une ressucée avec 3 épisodes tout récemment. Mais Alors, est-ce Netflix ou est-ce simplement vos confrères qui, considérant que le temps n'est pas expansif, se sont dit que quand vous regardiez Netflix, vous avez moins de temps pour préparer vos dossiers? Oui, alors on peut les préparer en les regardant maintenant, parce que grâce au développement de l'intelligence artificielle, on se balade partout. Je voyais ma consoeur depuis ce matin rivée sur son fauteuil, préparer sa plaidoirie. Je me suis dit, je vais prendre une claque, je vais perdre ce procès. Ce d'autant que venir s'opposer encore une fois à l'intelligence artificielle, moi, à part émettre des doutes, je n'ai pas vraiment vu comment m'opposer à un train pareillement en marche. Donc depuis Alan Turing, je notais le père de l'informatique jusqu'à Mark Zuckerberg, Facebook, Internet. L'intelligence artificielle est apparemment la suite logique, un prolongement de l'être humain, qui doit le conduire vers une amélioration. Elon Musk a annoncé en 2017 que d'ici 5 ans, ça m'a sidéré, on pourrait traiter les maladies neurodégénératives en connectant de la nanotechnologie aux synapses du cerveau humain. Je tourne la page, ne vous inquiétez pas pour mes futurs clients que je n'ai pas dans cette salle. Je plaide en général dossier fermé, sauf que là aujourd'hui, Monsieur le Président, j'ai un peu plus de difficultés. Non, c'est important, j'ai noté quand même que ces gens-là, Musk et Zuckerberg en tête, sont vraiment déterminés à améliorer le monde humain au travers de l'intelligence artificielle, mais eux, c'est des jusqu'au-boutistes. Ils vont jusqu'au mythe de la vie éternelle. C'est un peu le mythe de Dark Vador. J'avance un peu dans mes conclusions un peu fouillies, mais le quart d'heure va passer tellement vite, parce qu'en fait, je suis un peu bavard, même sur un sujet que je ne connais pas. J'ai vu quand même que ces deux pimpins dépensaient par an 60 milliards de dollars dans la recherche, ce qui représente le PIB de 2 pays européens que je vous citerai tout à l'heure et qui sont à la page d'après, ce qui est absolument extraordinaire. Et quand Luc hier me dit « Oui, mais Macron a décidé de consacrer 1,5 milliard pour les data, la recherche data et des algorithmes. » Mais je dis « C'est une blague, Emmanuel. Il y a 2 pimpins chefs d'entreprise, il y a 5 GAFA dans le monde, à eux 5 qui passent les 100 milliards, il y en a 2 qui en mettent 60. Et nous, en France, on va développer 1,5 milliard pour développer des algorithmes. Mais on n'est pas à la traîne, on est déjà foutus. J'ai l'impression, je débarque dans votre... Il y a quelques années, un président vous aurait dit on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et c'est dommage parce que, encore une fois, on a les plus grands cerveaux. Chez Zuckerberg notamment, je ne sais plus son nom, mais c'est un chercheur français, un breton, je crois. Le séquençage génétique a été inventé par un Français aussi, le fameux ciseau qui permet de découper les gènes. Excusez-moi, je vais essayer de faire une revue rapide de la question, mais enfin, on s'aperçoit que comme en matière spatiale, etc., les Français sont présents, mais ils sont présents pas en France, parce qu'un chercheur, ça va gagner 1 500 € par mois, et puis Zuckerberg, quand ils vous appellent, ils disent c'est 1,5 million par an, et puis tu auras des stocks options et des dividendes, puis tu auras une équipe de 40 personnes, puis si tu en veux 60, je te les donnerai. Alors qu'en France, on sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai été frappé, et c'est aussi un marqueur, un petit risque peut-être, par la vitesse à laquelle ça va. J'ai vu qu'en 1994, Tim Berners-Lee, le père du World Wide Web, et Bill Gates, annonçaient le plus grand changement des temps modernes. Quand j'ai lu le début de la phrase, j'ai dit la vache, qu'est-ce que ça va être ce grand changement? Ce grand changement, c'était l'autoroute de l'information. C'était Internet. 1994. 1994, 2004, 2014, ça fait 25 ans. 25 ans, et aujourd'hui, je m'aperçois, je lis, que demain, les ordinateurs les plus performants feront 1000 milliards d'opérations à la seconde. Alors qu'il y a 25 ans, on commençait à découvrir les autoroutes de l'Internet et qu'on avait des radios comme 2000 comme ça, avec des antennes comme ça, qui ne marchaient jamais. Et des batteries qui pesaient 800 grammes ou 1 kilo. C'est absolument hallucinant. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle fait partie de nous. Dans notre quotidien, on l'a dit. Après, dans le fond, l'intelligence artificielle, c'est, me semble-t-il, une sorte de recherche du sens de la vie. C'est la quête de l'immortalité, quête qui a toujours existé. Je cite notre ancêtre Toumaï, qui est le plus vieux personnage qu'on a pu retrouver il y a 7 millions d'années, dont on a vu qu'il regardait vers l'horizon. Le regard vers l'horizon, c'est ce que l'homme a toujours fait. Aujourd'hui, l'homme essaye de regarder vers l'horizon avec les outils technologiques, mais il s'interroge sur la finalité de cette évolution. Le progrès technologique, aujourd'hui, il est tel
que nous sommes arrivés à un genre nouveau de systémisme qui ouvre le champ des aspects imprévisibles du réel. Ah, j'ai bossé un peu. Me suis dit, non mais c'est vrai, on s'aperçoit bien qu'on ne sait plus où on va et ça pose un problème de valeur. D'ailleurs, j'aurais pas le temps en un quart d'heure de parler de tout ça. De toute manière, j'ai perdu mon dossier, donc maintenant je peux dire ce que je veux. Mais je dis aussi que je pense aussi que le confortable solipsisme dans lequel l'espèce humaine, forte de sa prédominance, évoluait jusqu'à présent, on était tout seuls. Les humanistes, l'humanisme c'est pas forcément très ancien, mais se fissure de toutes parts pour laisser place à la prochaine fatale disruption de notre civilisation actuelle. Où seront nos valeurs? Où est l'homme dans tout ça? L'idée que nous nous faisions du monde, et particulièrement du microcosme, dans lequel l'homme a fait sa place, ne pourrait plus être la même. Et d'où les remises en cause de la démocratie. J'ai lu un livre sur la remise en cause. Est-ce que l'intelligence artificielle remet en cause ne serait-ce que les fondamentaux de la démocratie? L'art, la littérature, le cinéma, en fonction de l'imagination et de l'inspiration de leurs auteurs, nous ont toujours alerté des risques que prenait l'homme à se confronter à la création lorsque celle-ci n'est pas issue de l'évolution naturelle. Et c'est à mon avis tout le problème. Je vous écoute depuis ce matin. C'est super intéressant, mais ça fait un peu peur à la peur, comme disent nos enfants. Même si on a bien compris qu'on ne ferait pas marcher en arrière. Sorte de dystopie qui aujourd'hui ne fait plus recette, l'intelligence artificielle faible, ma chère consoeur, c'est déjà invité dans toutes les étapes de notre vie. Et l'intelligence artificielle forte va proposer, j'ai écrit ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais à l'homme, ce qui ne peut pas refuser. Des changements, notamment sur le plan médical, on va faire de tels progrès que finalement, il y aura profit et perte, et que les pertes ne seront pas si graves que ça. Il faut malgré tout impérativement concilier pourtant la tradition et l'intelligence artificielle, si on l'entend comme l'étape ultime du progrès. Et ça, c'est pas facile. Parce que la tradition, c'est le vecteur d'identité d'une communauté, comme la nôtre, liée à une multitude d'éléments pouvant contribuer à son ethnogénèse et que représentent les divers courants de pensée, philosophiques, religieux, spirituels. Et c'est ce qui permet de dessiner la cartographie de notre civilisation. Ça, c'est humain. Demain, on va intégrer dans cette cartographie des éléments qui seront plus produits par le cerveau humain, qui seront produits par une machine. Le Terminator du futur existe donc. C'est marrant de voir comment les scénaristes de cinéma sont avant-gardistes quand même. Parce que dans le cinéma, tout ça, tout ce dont vous avez parlé, toutes vos craintes, mais également toutes vos envies, eh bien, on a l'impression de les avoir vues dans une série de films qui ont 20, 30, voire 40 ans. L'intelligence artificielle, ça nous pousse donc vers une réalité transcendante de recherche de vérité. Il faut répondre à tout, il faut arriver à combattre l'impossible. Quelqu'un disait tout à l'heure, rien n'est impossible. J'en suis convaincu, monsieur, rien n'est impossible. Mais à quel prix? L'humanisme perd peu à peu ses avantages pratiques et donc voit une vague dévastatrice pour ses principes fondamentaux. Ce puissant pouvoir du traitement des data, mère nourricière de l'intelligence artificielle, nous conduit donc à une nouvelle ère où les algorithmes vont remplacer les autorités encore pour quelque temps, mais détenues par les humains. La conscience quantique rompra-t-elle avec l'ouroboros pour devenir cet éternel né du désordre de notre conscience? Tout ça naît de notre conscience. Finalement, tout ça est très humain en réalité. Terminator, Dark Vador, tout ça est très humain. Mais est-ce qu'on va arriver à maîtriser cette évolution? J'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait, mais qu'est-ce qui va se passer si un robot, on met ses pièces en danger et se rebelle? Alors, je pense que la personne a dit ça de manière anodine, ça devait traduire une pensée scientifique. Et moi, béotien, je me suis dit, mais on est dans Ultron. Ultron d'Avengers, son envie, quand il sent qu'on va le détruire, c'est de détruire toute vie biologique sur Terre. Il se dit, plus de biologie que des robots, je serai peinard. Parce que ce salopio de Tony Stark qui m'a créé, qui est mon père fondateur... Maître, je voudrais que vous reveniez un peu plus au texte, s'il vous plaît. J'y suis, monsieur le Président, j'y suis. Alors, les 60 milliards, c'est le PIB de l'Allemagne et de la Suède réunis. Ça me paraît un peu bas pour un PIB allemand. Mais enfin, c'est assez considérable. Je note aussi que l'inconvénient, c'est qu'on identifie aujourd'hui, j'ai lu 8 sortes d'intelligence, et qu'on considère l'intelligence artificielle, on disait quelqu'un tout à l'heure que l'intelligence en anglais, c'était pas intelligence, mais les transhumanistes jusqu'au boutistes veulent absolument en faire une 9e intelligence, qui serait donc une intelligence mi-humaine,
pas humaine, une intelligence un petit peu entre les deux. Surtout, finalement, ce qu'on peut, et c'est là où on va toucher un peu nos limites, ce qu'on dit, c'est que tous ces gens-là, et je pense aux gens qui sont embauchés par Zuckerberg là, pour diriger leur fondation, ce sont des gens qui veulent créer une sorte d'homme-dieu. On parlait avec Luc Ferry hier soir de la sacralisation de l'homme. L'homme a toujours eu tendance à se prendre pour un être supérieur déjà à lui tout seul. Mais alors maintenant, avec des puces dans la tête et qui connectent ses synapses et qui augmentent son potentiel, c'est l'homme-dieu, c'est l'homme-data. Et ça, je pense que c'est une limite, en tout cas une limite aujourd'hui à nos cerveaux. Peut-être que dans 200 ans, quand on reprendra nos échanges amusants, les gamins diront « mais ces gens-là n'avaient rien compris, ils n'avaient rien pigé, regardez ce que c'est devenu aujourd'hui ». Mais pour l'heure, au stade actuel de nos connaissances, je pense qu'il faut imposer des limites au développement et à ce qu'on pense du devenir de l'homme. Je pense enfin surtout que la grosse problématique qu'on rencontre dans l'intelligence artificielle, dans l'humanisme et dans le développement, il ne vient pas forcément de l'intelligence artificielle ou des chercheurs. Il vient, à mon avis, du politique et de l'absence de courage des politiques à nous aider, à nous organiser ou à faire face. Vous avez parlé tout à l'heure d'un sujet qui me préoccupe beaucoup. On travaille souvent, enfin pas dans les mêmes sphères, mais avec des idées communes avec des gens comme Philippe. Le travail. L'intelligence artificielle, elle ne détruit pas des emplois. L'intelligence artificielle, elle détruit des tâches qui obligent à réorienter nos emplois. Et donc, il y a un problème in fine de politique et de formation professionnelle. Il y a 50 ans, le téléphone portable n'existait pas, on s'en passait très bien. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers d'emplois et des centaines de milliards de chiffres d'affaires et d'argent qui sont redistribués dans le marché. On s'est bien habitué à ne plus travailler avec Radiocom 2000. Quand on a créé les bagnoles, on n'a plus fabriqué de charrettes. Et pour autant, et là je suis en train de plaider contre moi. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Je ne voulais pas mettre... Mais je conclus. Je pense qu'il vaut mieux conclure à le présent. Problème. Non, Monsieur le Président, il y a du sens. Le sens du propos, c'est de dire faisons attention à ce développement, essayons de le maîtriser, ayons plus de courage politique, et finalement, pour parler de quelque chose de beaucoup plus terre à terre, formatons notre formation professionnelle, adaptons-la à toutes ces évolutions technologiques, parce que on y va, c'est certain, on y va avec des risques, avec quelques dangers. Pas énorme, mais quand même quelques dangers qui supposent que nous formions nos enfants et nos communautés de travailleurs à ces évolutions inéluctables. Et j'ai plaidé, Monsieur le Président. Maître, un grand merci pour la qualité de votre intervention. Maître. Monsieur le Président, je ne suis pas vraiment sûre d'avoir besoin de plaider. Parce que même ceux qui sont chargés d'accabler l'IA plaident en sa faveur. Est-ce vraiment nécessaire de poursuivre? Ah, mais bien sûr. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par demander un non-lieu, immédiatement. J'estime que nous ne sommes pas du tout en présence du bon prévenu et nous avons eu l'occasion d'en discuter à de maintes reprises au travers des témoignages des experts. L'IA doit donc être relâchée tout de suite et j'aimerais convier à la barre l'être humain qui l'accable et qui l'accuse. Je vais ainsi pouvoir vous démontrer à quel point la seule issue possible de ce procès, c'est le non-lieu. Commençons donc déjà par dresser le portrait de celui qui accable, de celui qui accuse, à tort visiblement. Cet humain, l'accusateur, finalement, c'est quelqu'un qui est hostile au changement, qui est défini par le cycle, puisque la genèse de l'humanité, précisément, c'est le cycle, c'est les saisons, le temps, c'est ce qui nous dicte. C'est ce qui nous conditionne. Donc forcément, quand il y a du changement, ça nous dérange. On le voit d'ailleurs, les changements climatiques, ça nous dérange à multiples points de vue, mais ça nous dérange. On voit que la météo n'est pas la même que celle de l'an passé, on s'offusque, que l'être humain est le responsable de tout, on gaspille, etc. On est la cause de tout cela. Mais de manière paradoxale, lorsque l'humain est concerné par des changements qui lui sont nécessaires, il devient impatient. Et il a envie de ce progrès tout de suite, maintenant. Donc, on le voit, l'humain est plein de contradictions. Il a de gros défauts. Son défaut principal, c'est d'être individualiste.
Voilà. Donc effectivement, on ne veut pas de changement, on ne veut pas de bousculement, sauf si je suis directement concernée par ce changement. Si ce changement m'impacte, je veux un préavis, et puis long ce préavis. En revanche, de la même manière, je suis également impatient, c'est ce que je venais de vous dire. Si ça me concerne, si ça m'intéresse, par exemple, j'ai besoin d'un soin médical immédiat, il n'y a pas encore de solution, mais que fait le progrès? Que fait la médecine? Pourquoi je n'ai pas encore la solution pour mon problème? L'homme est hypocrite. Je suis dure, hein, je sais. L'homme est hypocrite. Effectivement, comme si le changement qu'apporte l'IA était une véritable rupture. Mais on oublie tout ce que nous avons fait. On s'est inspiré de la biologie, on s'est inspiré on a fait le biomimétisme dont on a parlé tout à l'heure. On a maintenant une économie bleue, une économie verte. Donc on récupère les enseignements de l'existant, on en apprend, on progresse. Pourquoi n'aurions pas le droit de faire pareil avec la technologie? Pourquoi la technologie n'aurait pas le droit d'apprendre de nos enseignements pour faire mieux? Finalement, quoi de plus gratifiant que de progresser grâce à nos propres découvertes? Et puis après tout, on a toujours utilisé des outils pour faire mieux. On a un marteau pour avoir plus de force, on a un tournevis pour tourner des vis qu'on ne peut pas faire avec la main, on a des lunettes pour mieux voir, on utilise tous ces outils, on en a besoin, c'est le progrès. L'IA, c'est donc tout cela. C'est l'humain qui a créé l'informatique, et ça, c'était pour mieux nous servir. Donc on est face à l'incontestable, ça nous va bien, c'est du progrès et ça nous va bien. L'homme est également discriminant. J'ai pas voulu aller aussi loin en disant que l'homme était raciste, c'était un peu dur. Mais l'homme est discriminant. On a peur de l'étranger, on a peur de l'inconnu. Mais finalement, avez-vous peur de vos enfants? Qui a peur de ses enfants dans l'Assemblée? Est-ce que vous avez peur de les envoyer à l'école? Non, c'est absurde, on est d'accord. Et pourtant, avoir peur de l'intelligence artificielle, c'est peur des conséquences de nos propres enseignements. Donc, si je résume, nous devrions tout arrêter de les envoyer à l'école, parce que finalement, à l'école, qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur apprend la guerre, on leur apprend comment les guerres se sont déclenchées, on leur apprend les méthodes barbares, on leur apprend tout ça. Pas pour qu'ils les reproduisent, mais pour qu'ils aient la conscience de l'histoire. Ça fait réfléchir, hein? Et donc, effectivement, si on se ramène à une réalité, si l'enfant apprend tout ça, pourquoi il ne ferait pas pire que nous, puisque maintenant il a des outils encore plus performants? Donc si on continue d'apprendre tout ça à nos enfants, pourquoi ne pas permettre à l'intelligence artificielle de progresser grâce à nos enseignements? Donc finalement, les peurs de l'homme face à l'intelligence artificielle, elles sont dictées par ses traits principaux caractéristiques, et on ne peut pas dire que ce sont des qualités: individualisme, hypocrisie, impatience, bref. C'est dire à quel point nos peurs sont dictées par du rationnel. Alors de quoi l'homme a peur finalement? Que de la contradiction, que de l'irrationnel. Alors même qu'on perçoit les bénéfices évidents de l'intelligence artificielle. La reconnaissance vocale, c'est très pratique dans sa voiture de pouvoir dire à son téléphone « Siri, veux-tu bien appeler maman? Veux-tu bien appeler Josiane ?» etc. C'est très pratique. Comment? Ou papa, oui. Ou mamie, ou filou. Le GPS, de la même manière, vous aide à éviter les bouchons du matin, il vous aide à éviter un radar, donc une amende, il vous aide à éviter un objet dangereux sur la route, il vous assiste techniquement sur la route. Les focales des objectifs photo, vous n'êtes pas du tout photographe, vous n'êtes même pas un peu artiste, rien du tout. Et pourtant, vous faites de très belles photos parce que l'appareil photo va détecter la cible que vous voulez prendre, il ne va pas viser à côté. Il va adapter la luminosité parce qu'il se rend compte qu'effectivement, l'angle de vue que vous avez pris n'est pas top, donc il va prendre un peu plus de lumière. Et il vous permet de faire une photo au moins correcte et en tout cas présentable. Je cite également les évolutions de la médecine incontestables qui nous permettent de vivre plus longtemps, mieux, en meilleure santé, etc. L'intelligence artificielle, elle est également là pour pallier bien souvent aux défaillances de l'homme, et même aux défaillances méconnues de l'homme. J'ai lu dans un des bouquins que moi aussi je me suis procuré pour l'occasion, un auteur qui racontait qu'au Kenya, les Kenyans s'étaient débrouillés grâce à la technologie, grâce à leur smartphone, pour créer un nouveau système, petit système économique, pour en faire des mini-crédits, faire des transferts d'argent, alors que leur système bancaire sur place n'était pas stable et pas fiable. C'est quand même incroyable. Donc, les bénéfices de l'IA, ils sont incontestables. Par conséquent, être contre l'IA, finalement, c'est un peu un non-sens. Ça revient à dire qu'on est contre l'informatique, qu'on est contre l'enseignement, et qu'on est par extension contre l'évolution de l'humanité. Donc finalement,
qu'est-ce qu'il y aurait derrière cette peur? La peur de perdre le contrôle des machines, effectivement. Mais finalement, ces gens-là, c'est ceux qui ne les connaissent pas du tout, les machines. Moins on connaît, plus on a peur, c'est logique. Donc comment peut-on légitimement, rationnellement avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît absolument pas? Déjà, commençons par apprendre un petit peu comment ça fonctionne. On en a parlé tout à l'heure. La peur de perdre son libre arbitre, de perdre sa liberté. Alors là, lol, j'ai envie de dire. Parce que comment une machine pourrait vous priver de votre liberté de penser, de faire, alors que cette liberté est déjà aujourd'hui toute relative? Alors, j'en cite quelques-unes, mais déjà vous êtes encadré par des lois nationales, des lois supranationales, et puis alors, je continue. Qu'en est-il des lois morales, de votre propre famille, qui a décidé qu'il ne fallait pas que vous ayez à tel endroit parce que c'est pas bien, il ne faut pas aller voir Tata Josette, parce qu'après tout, elle a fait un coup l'année dernière à votre grand-mère, etc. Ne nous égarons pas. C'est une réalité. Finalement, dans votre quotidien, vous êtes soumis à des contraintes innombrables. Qu'est-ce que j'avais imaginé? Ah oui, bien sûr, les contraintes culturelles, religieuses, etc. Donc finalement, on est déjà dans un carcan. Bon, alors, franchement, qu'est-ce qu'une machine pourrait faire de pire? Et si si l'intelligence artificielle parvient à faire pire, c'est bien que vous aurez laissé des hommes accéder à ces atteintes liberticides. Ne soyons pas naïfs. L'intelligence artificielle, qui est pilotée par des hommes, on l'a dit tout à l'heure et j'en suis convaincue, elle va être adaptée à votre quotidien, elle va être adaptée aux cultures, aux pays, aux traditions, aux lois de chacun. Et effectivement, vu que c'est l'homme qui va être à l'origine des règles qu'apprend l'IA, qui après prend certes son autonomie, en tout cas à la base, c'est quand même l'homme qui lui insuffle ses connaissances de départ, la machine va être capable de comprendre les différences entre chaque pays et d'accéder aux informations qui lui permettront peut-être aussi de comprendre les subtilités de culture, etc. Cette adaptation, elle est nécessaire, donc il ne faut pas croire que quelqu'un va s'en affranchir et que ce sera un traitement de la technologie globalisé et qu'on sera tous soumis aux mêmes règles. Je vous donne un exemple, et des exemples parallèles ont été indiqués tout à l'heure. La différence culturelle entre la Chine et la France. Alors, en Chine, effectivement, les Chinois se soumettent complètement à l'intelligence artificielle. J'ai lu que, visiblement, ils font entièrement confiance à une application de matching pour trouver l'élu de leur cœur. Plus aucune place au sentiment, à l'impression, à l'intuition. Ils font confiance pour eux. Si l'application leur a dit que c'était la bonne personne, ils y vont. En France, soyons réalistes. Vraiment, vous allez faire ça? Je donne un exemple, le GPS. Est-ce que l'un de vous respecte systématiquement les instructions du GPS? Voilà, pas un. Pourquoi? Parce qu'on se dit un jour, non mais là, le chemin, je le connais mieux que le GPS. J'y vais. Vrai ou pas vrai? Voilà. Donc en France, on est dicté par une culture, on a une culture qui nous empêche de suivre aveuglément ce qu'on nous dit. Donc si... Je dois m'arrêter? Oh, allez-y, terminez. Vous vouliez compléter quelque chose? Terminez, vous aviez une pièce à je ajouter? compléterai après. Donc cette adaptation sera nécessaire et elle interviendra. La peur de perdre son emploi. Alors quand mon confrère même ne parvient pas à expliquer que l'intelligence artificielle va avoir de graves conséquences sur l'emploi, moi, oui, mais ça, je suis convaincue, je suis d'accord avec vous d'ailleurs. Donc effectivement, c'est une réalité, on va devoir s'adapter, mais si on se réfère à l'histoire, après tout, on peut se rassurer, puisque les métiers d'il y a 100 ans, pour beaucoup d'entre eux, je suis allée chercher, il y en a vraiment beaucoup, ils n'existent plus. Et les métiers d'aujourd'hui continuent d'évoluer en permanence. Je vous donne quelques cas, parce qu'on dit souvent c'est les métiers à faible valeur ajoutée qui vont décliner, qui disparaîtront, etc. Pas du tout, pas que. Les notaires, ils se font piquer le business par la blockchain, qui certifie à leur place, qui est le tiers de confiance. Les radiologues, on leur demandait quand même d'analyser des radios. Maintenant, les machines le font mieux qu'eux. C'est plus fiable. Bon, que deviendra le métier de radiologue? Il va peut-être être là pour assurer la prestation de conseil, l'obligation de conseil. C'est un peu limité comme prestation par rapport au nombre d'études qu'ils ont faites. Le cas particulier des avocats. Alors, je me sens très concernée. On nous parle d'ubérisation du droit. Alors là aussi, le versus
individuel versus le collectif, excusez-moi. Les machines vont faire le travail des juristes, des avocats. Alors c'est un avantage incontestable pour la collectivité, parce que pour les tâches que l'on fait, comme une rédaction de contrat, une mise en demeure, etc., on va être supplanté, remplacé par des machines. Top pour les gens, parce ils ne paieront pas nos honoraires, ça sera beaucoup moins cher. Donc à tout point de vue, pour la collectivité, c'est un avantage. Pour nous, on a l'impression de se faire dépouiller. Mais finalement, qui nous sommes pour nous en plaindre? Sur une population de 68 millions d'habitants, nous représentons 0,1%. Est-ce qu'il n'est pas mieux que des gens fassent des économies sur des honoraires que peut-être on pourrait trouver par ailleurs, que de garder et d'interdire à la technologie de nous remplacer sur certaines tâches? Et puis en plus, on a la mémoire courte, parce qu'on oublie à quel point notre métier évolue, on se plaint en permanence. Alors, on a beaucoup de raisons de protester lundi, parce qu'on a la réforme des retraites qui nous touche. Mais il fallait le placer. hormis certains débats. Qu'est-ce que c'est que cet appel à la sédition, à l'absence? Vous êtes là au nom du peuple français. Pardon. Je rappelle, je vais juste changer de président. J'ai eu l'honneur d'être président de l'AGIRC pendant 6 ans. On s'est déjà tapé dessus avec eux pendant des années. Donc c'est pas nouveau. Et on avait gagné. Je reviens au débat principal. Donc, hormis quelques débats politiques, notamment de retraite, nous avons effectivement une vraie réalité, c'est que notre métier, il a changé plein de fois. Au début, on avait plein de prérogatives, et puis au fur et à mesure, on nous en a enlevé, mais on nous en a rajouté aussi. Maintenant, on peut être mandataire sportif, on peut être agent artistique, on peut être mandataire en transactions immobilières. Donc finalement, on voit bien qu'au fil du temps, tout évolue. Notre métier aussi. Pourquoi il ne continuerait pas d'évoluer? Alors oui, il faudra qu'on s'adapte, mais c'est nécessaire. Voir l'intelligence artificielle comme un concurrent, c'est pas la meilleure façon d'évoluer avec. Il faut la voir comme un complément, la suivre ou la devancer, et puis repenser, donc, comme vous l'avez dit, les métiers. Mais c'est comme on l'a toujours fait, finalement. La peur d'être doublé, d'être abusé par les machines, c'est le sujet de l'éthique. Et j'en ai presque terminé. Le problème de l'éthique de la machine, c'est l'un des problèmes principaux. Cette question éthique, finalement, elle existe à cause de quoi? De qui? L'intelligence artificielle, réellement, non. On l'a dit. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est les hommes qui sont derrière. Et d'ailleurs, les principaux problèmes éthiques qu'on a aujourd'hui via l'utilisation des données, c'est pas la techno, c'est les hommes, les GAFA. Donc, les hommes qui sont derrière les GAFA. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qu'on peut critiquer, tout ce qu'on peut dire sur l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on peut craindre des hommes qui sont derrière. Donc, pourquoi craindre quelque chose d'une machine qui, à la différence de l'humain, ne fait qu'exécuter les règles qu'on lui donne au départ? On sait bien que les humains les plus dangereux, ce sont ceux qui s'affranchissent de toutes les règles, qu'elles soient morales, qu'elles soient légales, qu'elles soient sociales. Donc finalement, si un humain apprend à une machine à respecter les règles, en principe, elle doit les respecter. Et à nous d'établir un corpus autour pour qu'effectivement elle les respecte. S'il apprend à la machine comment les contourner, elle saura comment les contourner. C'est donc à nous d'être vigilants, tout comme on le serait avec un inconnu, parce que finalement, dans la rue, vous n'allez pas donner votre chéquier à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et bien maintenant, il va falloir faire pareil. Il va falloir faire pareil avec les machines. Vous n'allez pas ouvrir un logiciel, un email que vous ne connaissez pas. Vous n'allez pas donner des codes ou des informations venant d'un logiciel ou d'un email que vous ne connaissez pas. Il vous appartient donc d'être aussi vigilant que vous l'étiez auparavant avec des humains. Il faut faire avec. Le corpus législatif, il est déjà en marche. On l'a vu, effectivement, maintenant on a le RGPD, qui est bien. On a la loi pour une république numérique. On a également des projets de règlement. On a la Commission européenne, effectivement, qui s'est saisie du sujet, qui a demandé un rapport à Madame Delvaux, dont on vous a fait un petit peu le résumé tout à l'heure. Et je trouve le rapport discutable parce qu'il est un peu lobbyiste. Mais bon, quoi qu'il en soit, il avance certaines informations qui sont importantes et qui font partie du futur et qui expliquent qu'il va falloir encadrer tout ça. Ça cite certaines solutions qui ne me paraissent pas mauvaises a priori. C'est la certification, c'est l'immatriculation, c'est le suivi des machines, des boîtes noires, etc. Donc finalement, si on encadre bien tout ça, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Déjà, je vous l'ai expliqué, la peur elle-même est irrationnelle. Mais effectivement, dans l'hypothèse où les machines deviendraient autonomes, à nous, en amont, d'avoir encadré
le plus possible pour qu'on ait à nouveau confiance dans ces machines et qu'on puisse à nouveau les considérer comme fiables et leur transmettre un petit peu, enfin leur confier un petit peu notre vie et notre quotidien. Et j'en termine. Donc pour que l'intelligence artificielle puisse être sujet de confiance pour l'humain, il faut qu'elle soit transparente et loyale. Donc c'est les humains qui vont en être à l'origine. Et la clé de tout ça, c'est que l'avenir finalement n'appartient qu'aux humains, à eux d'en décider. Et l'intelligence artificielle n'a pas les moyens de nous déposséder de tout ça. Donc c'est à nous de prendre les devants, d'être moteur, d'être acteur de notre avenir. Et un dernier point, on s'inquiète beaucoup de l'humanoïde, l'homme robot, qui pourrait effectivement faire plein de choses à notre place et nous devancer être plus forts. Mais ne croyez-vous pas qu'au moment où on en sera à ce stade, nous-mêmes, on aura des capteurs dans la tête, des mains en métal qui nous permettront d'être plus forts. Si la technologie avance suffisamment pour que les robots soient parfaitement autonomes, c'est que nous-mêmes, on aura une technologie qui sera suffisamment avancée pour nous permettre d'être des humains augmentés. Voilà. Merci à vous, maître. Juste un point avant d'entendre, viens, avant d'entendre les résultats des votes qui ont été les vôtres. Je ne vous suis pas sur la notion de non-lieu. Absolument pas. Le sujet est tellement important. Je vous en prie, maître, mais ce n'est pas le sujet. Point important. Il ne peut pas y avoir de non-lieu sur un sujet comme celui-ci. Vous avez plaidé à charge contre l'humain. Je considère que l'intelligence artificielle, c'est du recel d'humanité. À partir de là, si vous plaidez à charge contre l'humain, vous plaidez à charge contre vous-même. Donc, je vais laisser à l'ensemble du jury le soin de nous éclairer sur ce qui a été sa position. Je vais utiliser un mot que j'aime beaucoup, son discernement face au sujet.